Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Nous sommes le lundi 17 septembre. À la une de l'actualité, des agents de la direction des politiques scolaires et universitaires sont en grève illimitée. Ce service du conseil départemental en charge du dispositif d'aide dont bénéficient les étudiants et lycéens mahorais fait souvent parler de lui en raison de problèmes de paiement des bourses ou compléments. Chaque année, les étudiants montent au créneau, mais les choses ne semblent pas s'arranger. En effet, cette fois, ce sont les agents qui dénoncent leurs conditions de travail. Principale revendication, le nouveau logiciel qui devait être livré en juillet dernier, mais n'est toujours pas en service alors que la rentrée a débuté. Un sujet signé Marion Tellier et Daniel Deragakoa. Comme annoncé la semaine dernière, les agents de la DPSU ont entamé un mouvement de grève ce matin. Ils dénoncent des conditions de travail devenues insupportables, et ce malgré les nombreux cris d'alerte. Depuis 2014, on ne cesse d'écrire à l'administration face à ces soucis répétés de logiciels, d'informatique, de réseaux. L'administration essaye toujours de bricoler avec nous et de bricoler avec les étudiants, les concernés et les familles aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des familles aussi derrière tout ça. D'accord? Donc si aujourd'hui on est descendu dans la rue, c'est vraiment pour vous dire que stop, ça suffit, on n'en peut plus. Parce que quand ces enfants, ces étudiants attendent leur bourse et que ça n'arrive pas, c'est sur nous que ça retombe d'abord. Vous savez les mails d'insultes qu'on a de la part des étudiants. Pris pour cible et jamais entendu, les agents souhaitent que leurs conditions de travail évoluent. En marge du défaut de logiciel les empêchant d'avancer dans leur mission, ils se plaignent de travailler avec un mobilier obsolète et du matériel qui ne fonctionne plus ou qui manque à l'appel. On était obligé de prendre les chaises visiteurs pour nous. Vous imaginez, vous vous asseyez sur un siège, un fauteuil d'accueil public, là, pendant plus de 7 heures de temps. Vous avez le dos cassé à la fin. Il y a des collègues qui se plaignent de mal de dos, des complications au niveau des dos. Et ce n'est que lundi dernier qu'on nous a livré 30 fauteuils ergonomiques. Alors, vous imaginez, lundi, parce que lundi aujourd'hui, pile poil une semaine, on avait lancé un préavis de grève. Donc on nous a livré ça. Nous avons alerté il y a plus d'un mois et même bien avant, on a alerté l'administration et ils ont fait la sourde oreille. Donc les 30 fauteuils qu'on nous a livrés, nous on les a pris juste pour une espèce de écran de fumée. Vous tenez, prenez ça et vous calmez. La grève a débuté ce matin, à la veille de la 3e commission d'évaluation des dossiers de bourse prévue ce mardi. Et si aucun blocage n'est envisagé, les agents espèrent obtenir rapidement gain de cause. Nous ouvrons les grilles parce que, encore une fois, nous voulons montrer à l'administration et à la population et aux étudiants que le problème n'est pas les agents. Le problème, il est dans l'administration. Les grilles seront ouvertes, les portes seront ouvertes demain. S'il faut du thé, on leur donnera. Mais il faut absolument que cette commission-là qu'on a travaillé depuis des semaines, il faut qu'elle tienne. Donc, que les choses soient bien claires. Nous sommes dans la rue, on exige absolument avoir ce logiciel complet, mais pas un truc en expérimentation. Il faut absolument qu'il soit complet, opérationnel et fonctionnel. Tant qu'on ne l'a pas, notre préavis c'est illimité. Un préavis de grève illimité qui fait craindre des retards très importants pour les boursiers mahorais. Depuis plusieurs semaines, le collectif de Mayotte occupe la une de l'actualité. Cette forme d'organisation fait d'ailleurs des émules et un nouveau collectif compte faire parler de lui. Appelé collectif des professionnels libéraux du Sud, il souhaite forcer les autorités à reboucher les trous sur les routes. Composé d'infirmiers de kinés, d'ambulanciers et d'usagers de la route, ses membres ont mené plusieurs actions et ne comptent pas s'arrêter là. À l'approche de la saison des pluies, il semble temps que des travaux soient entrepris au plus vite afin que les routes ne deviennent pas impraticables. Leslie Vimenet. Nos routes sont malades, des pansements pour nos routes. Voilà ce que réclame le collectif des professionnels libéraux du Sud. En guise de première action, les membres de l'organisation ont décidé de remplir les nids de poules à l'aide de fleurs. Ça, c'est une route que nous utilisons d'une manière quotidienne, du lundi à dimanche.
des fois entre 3 à 6 passages par jour. Donc, on va vous dire combien nous souffrons. Nous, personnellement, hein, physiquement, nous souffrons parce que on a des douleurs au dos, nos véhicules souffrent parce que tous les 2-3 mois, on est obligé de changer des pièces et Dieu sait combien les pièces coûtent cher. Donc, on a essayé de sensibiliser le conseil départemental. On a envoyé des mails pour que justement on soit reçu par le cabinet et le président. Mais nos demandes sont restées lettres mortes. Chaque année, les routes se dégradent considérablement et les travaux ne suivent pas la cadence. Pour le porte-parole du collectif, certains secteurs sont plus touchés que d'autres pour des raisons purement politiques. C'est non pour nos représentants. Ces gens-là, ils ont été élus pour la population. Nulle part n'est écrit que quand tu fais une route, il faut le faire que pour la majorité et arrêter et ne pas le faire pour l'opposition. Donc du coup, il faut que cette mentalité change. Ouais. C'est la route qui sera faite, ça sera pas faite pour les gens qui vivent dans les autres îles. Ce sont les Mahorais qui vont en bénéficier de cette infrastructure. Donc quand moi j'entends ce genre de discours, ça me rend triste quelque part et ça m'énerve. Quelles que soient les raisons qui poussent les autorités à ne pas reboucher les trous, les membres du collectif souhaitent que cela cesse. En effet, la saison des pluies est proche et les routes risquent fort de se détériorer davantage. Quand vous voyez bien les trous, vous vous rendez compte que ce sont des trous qui ont été déjà colmatés. Donc toute cette goudron qui était là, il est reparti pendant la saison de pluie. Donc parce que souvent ces travaux sont faits pendant la saison de pluie. Donc nous, on a lancé l'alerte avant la saison de pluie pour que justement le conseil départemental se dépêche pour boucher ces trous. Il y a désormais clairement urgence, sans quoi les mois à venir seront très dangereux pour les usagers des routes du Sud. Je vous propose maintenant de faire le tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 17 septembre. Hier matin, un incendie s'est déclaré en pleine mer à bord du bateau le Blackbird. Son propriétaire était parti seul en mer en quête des baleines. Sorti hors lagon au large des îlots Mtsamboro, son moteur aurait surchauffé. En ouvrant, il aurait créé un appel d'air qui aurait alimenté un incendie, le poussant à se réfugier à la proue du bateau. Après avoir lancé l'appel de détresse, il a pu être secouru par un proche qui se trouvait en mer à seulement quelques milles. Le Cross a également répondu à l'appel, mais lorsque les secours sont arrivés sur place, le yacht avait coulé. Reste maintenant à définir les circonstances exactes de l'accident d'un bateau qui était en vente depuis plusieurs mois. Le Blackbird était bien connu sur la rade et il y a peu un mécanicien avait été vu sur les quais en train de désosser le navire qui semblait avoir besoin de se refaire une santé. Vendredi dernier, le gouvernement a dévoilé un plan pour développer le transport à vélo. 25 mesures et un financement de 350 millions d'euros sont prévus afin de porter la part des déplacements à vélo à 9% d'ici 2024. Parmi les mesures, des cours de vélo devraient être rendus obligatoires dans les écoles primaires. En effet, si beaucoup d'enfants apprennent dans le cadre familial, certains n'ont pas cette chance. À Mayotte et au regard de la précarité sur le territoire, peu d'enfants possèdent une bicyclette. Néanmoins, et au même titre que la natation, qui est une discipline de l'éducation obligatoire, cette mesure semble difficilement applicable à Mayotte. Les écoles sont pour beaucoup surchargées et en manque de matériel de base, tel que des chaises et des tables. Par ailleurs, l'île ne possède pas de pistes cyclables et sans moyens et infrastructures, il apparaît actuellement bien difficile d'enseigner cette discipline dans les écoles. Face au blocage du service des étrangers à la préfecture, plusieurs syndicats de l'éducation ont décidé de s'unir pour que les bacheliers de Mayotte puissent avoir accès à l'université. La CGT Éducation FO, le SNEP et Sud Éducation affirment ainsi que plus de 300 bacheliers et étudiants étrangers sont actuellement bloqués dans leur démarche d'inscription aux études supérieures par la préfecture. Les syndicats expliquent ainsi, je cite, « La fermeture de ce service est une véritable rupture du principe de continuité du service public. Alors que l'éducation nationale peine à trouver des enseignants, certains ne peuvent pas renouveler leur contrat faute d'un titre de séjour valide. Nous revendiquons le respect des engagements et le retour au droit. Nous réclamons l'instruction immédiate des dossiers de titre de séjour pour les bacheliers et des enseignants étrangers. Nous demandons un bilan précis de Parcoursup à Mayotte et réclamons la possibilité pour les bacheliers du département sans affectation de s'inscrire dans une université. » On termine cette édition avec l'exercice de rupture d'ouvrage hydraulique qui a eu lieu vendredi dernier sur le territoire.
La préfecture de Mayotte et ses services se sont mobilisés dans le cadre d'un scénario catastrophe dans lequel le barrage de la retenue collinaire de Dzoumogné cédait. Les différentes phases d'alerte ont été testées. La commune a notamment déclenché son plan communal de sauvegarde, tandis que la préfecture a activé son centre opérationnel départemental. De manière virtuelle, les populations ont été évacuées par les agents de la commune et par les secours. Ce matin, nous recevions le directeur de cabinet de la préfecture qui est revenu sur le bilan de l'exercice, Daniel Deragakura. Il y a un peu moins de 2 ans, la sécheresse frappait le territoire et les retenues collinaires faisaient peine à voir. Néanmoins, en cas de saison des pluies avec une forte pluviométrie, les retenues pleines peuvent, par un malheureux concours de circonstances, mener à une rupture d'ouvrage hydraulique. Pour prévenir un tel événement, les services de l'État ont décidé de tester les chaînes de commandement et les réponses opérationnelles qui seraient mises en œuvre en cas de catastrophe. La retenue, le schéma qu'on a pris, c'est-à-dire une retenue Dzoumogné pleine et avec un débordement et une lame qui passe par-dessus le barrage et qui, au fur et à mesure qu'elle monte en puissance, cette lame ravine le barrage et donc le casse. D'accord. On aurait pu effectivement aussi avoir un scénario beaucoup plus dramatique avec une logique, mais je dirais plutôt d'un acte terroriste ou autre chose comme ça. Mais c'était pas. Non, sismique, on n'aura pas du tout la même démarche. Une sismique, déjà, ça peut effectivement entraîner des dégâts, mais ça ne serait pas un dégât aussi rapide. La dynamique, effectivement... Les images que l'on voit, je vous coupe, excusez-moi, les images que l'on voit, évidemment, ce ne sont pas à Mayotte, ce sont des images d'un barrage, un vrai barrage qui a pété. C'était au Kenya, donc voilà. Mais les conséquences peuvent être similaires. Hein. Les conséquences pourraient être similaires, mais voilà. Donc nous, on était sur un scénario avec une dynamique de progression, donc, ce qui nous a permis effectivement de pouvoir anticiper la réaction des secours et donc d'engager une évacuation de la population. C'est ce qu'on voulait aussi jouer, c'était l'enjeu de cet exercice. Un exercice aux enjeux multiples qui a notamment permis aux services de l'État d'appréhender d'éventuelles incohérences dans l'évacuation des populations. Typiquement là, dans l'exercice, je vais vous raconter une anecdote, c'est qu'on a mis des gens dans une zone haute. Seul problème, c'est que, alors c'était en urgence, c'était très bien, voilà, mais avec l'eau qui dévalait, là, ça a raviné. C'est comme ça que l'exercice l'a présenté. Et donc, l'accès à ces personnes à post-crise était beaucoup plus compliqué puisque la route était plus là. Voilà. Donc, c'est des choses qui nous interrogent et qui nous disent, bon, ben voilà, comment, demain, si on devait faire, où est-ce qu'on mettrait ces gens-là? Dans ce cas-là, vous faites quoi? Alors, dans ce cas-là... Parce que ça peut arriver, ça par contre, clairement. Voilà, mais dans ce cas-là, c'est tout l'intérêt d'avoir préparé cet exercice pour dire, maintenant, demain, si on doit évacuer ces gens, et si c'est pas en urgence absolue, si effectivement on a un peu de temps pour les évacuer, on les évacue plus loin. Au lendemain de cet exercice, un premier bilan a pu être dressé pour une opération qui pourrait être amenée à être reproduite. Le premier retour, puisqu'effectivement, on fait ce qu'on appelle 2 retours. Un retour dès la sortie de l'exercice et un retour 1 mois après pour tout simplement essayer de voir et interroger nos services et s'interroger en interne sur qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc le premier retour, c'est quoi? C'est une mobilisation très claire de l'ensemble des partenaires. On a eu en tout à peu près 100 personnes qui ont joué cet exercice, que ce soit au sein du conseil départemental, au sein de la commune de Borne-à-Bois, au sein des services de l'État, à peu près 100 personnes. Même le vice-rectorat, je crois. Tout à fait. Le vice-rectorat a effectivement été présent et a joué l'exercice avec l'ensemble de ces établissements qui étaient sur zone. Donc ça, c'est une première chose. Après, on a effectivement en bilan, on a constaté qu'il nous manquait certaines données, ou en tout cas qu'on avait besoin d'affiner nos process, qu'il faut aussi peut-être qu'on améliore l'alerte en termes de transmission d'informations au niveau de la commune, au niveau des habitants, au niveau de l'ensemble des services qui vont coopérer sur cette opération si effectivement on devait avoir ce phénomène. Affiner les process, améliorer l'alerte, sensibiliser les populations, voilà désormais le travail à mener afin de limiter les dégâts dans le cas où le pire surviendrait. C'est la fin de votre journal, tout de suite la suite de nos programmes. Bonne soirée et à demain.